Bonjour, bienvenue sur Fréquence Populaire. Je suis Diane Lagrange et aujourd'hui je suis avec Guylain Benessa. Bonjour Guylain, Bonjour Diane, bonjour. vous allez bien? Très bien, très bien. Et nous allons parler de votre livre qui s'appelle Nos vrais maîtres, voilà, qui est sorti aux éditions de l'Artilleur il y a peu de temps. Et le sous-titre c'est L'histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. Donc nous allons parler de cet ouvrage. Tout d'abord, on va vous présenter. Vous êtes avocat. C'est votre 4e ouvrage chez l'Artilleur. Mhm. Vous êtes, j'imagine, un gaulliste, souverainiste convaincu. Ça se voit en lisant l'ouvrage. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre? En fait, alors gaulliste, oui, évidemment, souverainiste, certainement, par le seul fait de mon gaullisme, qui d'ailleurs ne s'arrange pas avec le temps et avec les livres, donc au moins la fibre est trouvée depuis quelque temps maintenant. En fait, j'avais pas du tout prévu de faire ce livre, absolument pas. J'avais fait un précédent livre, enfin 2 précédents livres, dont un avec Guillaume Bigot et un autre sur le référendum. Et en fait, évidemment, l'Europe, naturellement, comme d'ailleurs dans la vie des Français, dans la vie de tous les jours, l'Europe est une sorte de couvercle qu'on doit soulever un moment lorsqu'on fait du droit et qu'on s'intéresse à la politique, puisque on ne peut plus faire grand-chose sans poser la question de l'Europe, hein, immigration, sécurité, environnement, énergie, la guerre en Ukraine, enfin bref, on pourrait ratisser extrêmement large sur les sujets qui nécessitent un moment de scoltiner la question européenne. Et en fait, j'avais commencé des recherches sur une dimension adjacente, on va dire ça, pour dire ça vite, de mes précédents livres. Et en fait, je cherchais absolument à trouver des éléments précis sur les hommes qui ont construit l'Union européenne du point de vue juridique. Pourquoi? Parce que le grand problème, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe pèse autant sur nous et d'ailleurs fait l'objet de toutes les critiques, parce que l'Europe, c'est du droit, largement. L'Union européenne, c'est une espèce de machine juridique à produire des règles, des normes, de la réglementation, des directives, etc. Et en fait, je voulais surtout pas retomber dans l'énième glose de cette norme, de ces normes folles qu'on a qui pèsent sur nous. Et je voulais voir, en gros, je voulais un peu soulever le capot et voir un peu quels étaient les hommes derrière, mais c'était censé, vous voyez, hein, quelques lignes dans un bouquin, en fait, hein, quelques pages. Et en fait, tout d'un coup, j'ai commencé à me coltiner donc l'histoire des juristes et il faut le dire, des technocrates, en fait, dans l'ombre qui ont façonné la construction européenne. Et je me suis rendu compte, honnêtement, alors je dis ça peut-être que chacun ou chaque personne qui fait un livre et espère faire le mieux dira la même chose, mais j'avais l'impression de mettre le doigt sur un truc incroyable, une sorte de bombe atomique pour moi, c'est-à-dire des hommes qu'on connaît absolument pas, qui ont dit des choses invraisemblables, ont pris des positions invraisemblables, et ils sont beaucoup plus nombreux que les quelques-uns que j'avais imaginés. Et donc finalement, j'ai fait cette histoire assez biographique et des anecdotes et des histoires cachées en quelque sorte, en tout cas méconnues et parfois même un peu secrètes, des hommes qui ont façonné l'Union européenne, parce que je pense que quand on a compris qui sont ces hommes, on comprend ce qu'est vraiment l'Europe, on comprend vraiment ce qui a été fait depuis 70 ans, et on comprend aussi jusqu'à aujourd'hui comment on peut avoir un Emmanuel Macron fédéraliste, comment on peut avoir une Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, comment ça se fait finalement on ne puisse plus rien faire sans comment dire, sans nous affronter, une sorte de conglomérat incroyable qui pèse sur tout le monde. Voilà, c'était ça un peu l'essai, le démarrage, et finalement c'est malgré moi quelque part le livre que c'est devenu au final. Tout à fait. Moi, ce que j'ai trouvé principalement, c'est-à-dire que c'est centré sur effectivement le côté juridique de l'Union européenne, mais vous avez vraiment réussi à rendre ça extrêmement vivant, extrêmement voilà, c'est des personnages et qui sont totalement inconnus en fait. On a vraiment très très peu entendu parler. C'est-à-dire, on a tous entendu parler de Jean Monnet, de Robert Schuman, mais moi, il y avait beaucoup de ces gens, en fait, dont vraiment alors que pourtant, à la base, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, dont j'avais vraiment jamais entendu parler. Euh, voilà, c'est très animé et surtout, je trouve que vous avez vraiment réussi à mettre en lumière vraiment les problématiques et la façon dont, en fait, c'est une construction d'un piège qui se Oui. referme au fil du temps et on voit vraiment toutes les étapes en fait, voilà, qui alors de temps en temps, il y a un peu une contre-attaque, qui voilà, qui vient à la rescousse pour gripper un peu le mécanisme. Mais on voit que, bah, le mécanisme est en route et que dès que l'obstacle, voilà, au bout de quelques
depuis quelque temps, l'obstacle fléchit, les gens, les gens partent, ils sont remplacés par d'autres, etc. Et ça se remet en route de façon complètement implacable, en fait. Donc, Ouais, c'est moi, ça, ce que c'est j'ai inquiétant. beaucoup aimé, c'est que vous montrez que le verre était vraiment dans le fruit dès le départ, en fait. Moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment frappant. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, oui, l'Union européenne, ça a mal tourné, mais au départ, voilà, c'était quelque chose qui était censé être respectueux de la souveraineté des États. Et en fait, voilà, vous montrez que il y avait déjà effectivement dès le départ une intention fédéraliste. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors c'est exactement ça, c'est qu'on a le lieu commun, aujourd'hui, c'est même un cliché, véritablement qui est répété à alors là, toute chapelle confondue, centre, droite, gauche, vraiment, alors là, peu importe, la personne que vous prenez. On entend extrêmement souvent que, je vais vraiment vite en besogne, mais que Maastricht a été donc 1992, c'est-à-dire l'apparition vraiment la sanctuarisation ou plutôt la glorification de la libre circulation, l'apparition de la citoyenneté européenne, l'apparition évidemment de l'euro qui est discuté et qui va ensuite, comment dire, parvenir à son acmé et devenir la monnaie de circulation entre les Français dans les années 2000. On a tendance à croire que c'est une date où tout a basculé. C'est-à-dire que les années 80 puis début 90, on a eu un saut réellement fédéraliste et quantitatif dans ce qui est devenu l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu le lieu commun. Alors ça, je vous cache pas que ça me paraissait déjà être un lieu commun largement contestable avant. Maintenant, j'en suis même plus au terme de lieu commun. Je pense que c'est un crime de penser ainsi parce que ça cache le véritable piège. Le véritable piège, il est que le premier jour, au frontispice de la construction européenne, dans les premiers temps, les premières heures, toute l'architecture que nous avons aujourd'hui était déjà là. Alors, elle n'était pas Mmh. précise, elle n'était pas encore complètement achevée, évidemment. Elle allait connaître de multiples rebondissements et des améliorations pour les européistes. Évidemment, des trahisons pour moi, qui suis évidemment français qui honnêtement n'a jamais eu beaucoup d'intérêt pour la chose bruxelloise, ou une certaine forme de désintérêt quand j'étais plus jeune, on va dire, et franchement un peu d'écœurement par la suite, comme pas mal de Français. En fait, on s'aperçoit que le premier jour dans les bureaux de Jean Monnet, tout part de là. Et tout part de là parce que dès les premiers temps, les hommes qui sont aux manettes, alors il y a Jean Monnet comme étant l'architecte et j'ai tendance à dire souvent le parrain, c'est-à-dire c'est vraiment lui le chef de la mafia qui va se mettre en place au début des années 50, avec l'appui des États-Unis. Tout ça est une longue histoire que les historiens, d'ailleurs certains historiens ont déjà mise en lumière. On s'aperçoit Oui. que Jean Monnet, il a une idée très précise, c'est de mettre en place une architecture dans laquelle les nations disparaîtront à terme, quand il y aura une peut-être grand saut fédéraliste qui sera fait. Alors, il appelait pas vraiment ça comme ça, mais on a compris. Et qu'en fait, il a choisi des hommes de main, faut le dire, hein, des hommes de main très roués, des juristes de grands talents, hein, qui sont des excellents techniciens, des profs, des magistrats, etc., qui vont, qu'il va, comment dire, qu'il va appeler à ses côtés et qui vont prendre en main la fabrication d'un monde qui est un contre-monde ou un anti-monde, quelque part, en tout cas une anti-nation, qui soit l'envers du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous espérions vivre depuis la Révolution et même dans la tradition française. C'est-à-dire qu'on devait, faut le dire, on fallait quitter la démocratie, en quelque sorte, il fallait Oui. construire une technocratie, donc un règne des experts. Jean Monnet rêve des experts, Paul Reuter à ses côtés aussi, Maurice Lagrange aussi, on en dira peut-être un mot. Un Oui. triste cire qui a malheureusement pour vous, et j'en suis désolé, votre nom de famille, hein, Diane. Alors, je précise que nous ne sommes pas apparentés, absolument pas. Alors, Et d'ailleurs, j'ai, en fait, je trouve ça même horrible parce que c'était le nom de mon grand-oncle qui a oui, été malheureusement, qui est mort dans la Première Guerre mondiale à l'âge de 19 ans. Et je trouve que c'est horrible parce que c'est un peu comme s'il était... Il y a pire que de mourir à la guerre à 19 ans. Il y a mourir à la guerre à 19 ans et en plus, après avoir un homonyme qui oui. détruit votre nom en trahissant votre pays. Comme ça, c'est Mais vraiment figurez-vous que je affreux. ne pensais pas du tout à vous, je l'admets quand j'ai écrit ce livre. Maintenant, quand vous m'avez contacté pour qu'on en parle, j'ai immédiatement pensé à cela en me disant, c'est curieux, je vois aujourd'hui Diane Lagrange, je veux dire, il fallait que vous soyez sur mon chemin, vous voyez, parce que ça fait maintenant 2 mois que le bouquin est sorti et cet homme est devenu je veux dire, quand on a l'occasion de m'interroger, je peux comprendre moi aussi, mais quand je suis tombé sur cet homme, Maurice Lagrange, si vous voulez, beaucoup de choses qui résonnaient déjà ont commencé à se cristalliser chez moi, parce que, alors je dis un mot justement de cet homme-là, qui est vraiment
le premier homme dont je parle dans mon livre à côté de Jean Monnet. C'est un type tout à fait particulier qui a, faut le dire, si aujourd'hui, je prends des raccourcis, mais franchement, c'est loin d'être faux. Si aujourd'hui, on nous dit, et on se dit d'ailleurs souvent qu'on ne peut plus rien faire parce que les juges européens peuvent tout, parce qu'ils ont une puissance de feu délirante, parce que les juges européens sont plus puissants que nos juges nationaux et dictent totalement la conduite de notre Assemblée nationale, de nos juges nationaux, de notre administration. C'est parce que dans le bureau de Jean Monnet, il y a eu ce fameux Maurice Lagrange, qui est un homme au passé extrêmement, diabolique, on peut dire ça comme ça. C'est un magistrat le magistrat, vous savez, l'anonyme magistrat typique, tel qu'on en a au Conseil d'État français, classique dans les années 30, qui va rejoindre Vichy avec un plaisir non dissimulé, qui va d'ailleurs se lamenter que le régime de Vichy ne soit pas assez antisémite pour lui, puisqu'il va être le rédacteur du statut des Juifs en 1940-41, et qu'à partir de là, on découvre d'ailleurs, dans mon bouquin, j'ai trouvé quelques anecdotes d'époque, où on découvre qu'il rêvait d'une grande purge de l'administration française. En gros, il rêvait de purger tous les Juifs de l'administration, et il aura donc ce rôle trouble aux côtés du maréchal Pétain, dans le régime de Vichy, avant d'être recyclé par les Américains, et finalement de finir aux côtés de Jean Monnet pour fabriquer la justice européenne. C'est lui. C'est ça, c'est que beaucoup de Voilà. ces hommes dont vous parlez ont un passé très trouble, en fait. C'est ce Voilà. qu'on découvre à la lecture de votre livre, c'est que, voilà, en fait, effectivement, vous dites à un moment qu'il y a la moitié de la Cour de justice du Luxembourg, hein, qui est plus ou moins affiliée, effectivement, à la collaboration ou aux nazis, en fait. 4 sur 9. C'est quand même horrible, en fait, quand on y pense. Voilà, il y a un travail de dénazification qui n'a pas du tout été fait, et même au contraire, qu'on a l'impression que voilà, et qui sont recyclés, et que c'était dans ce nouveau projet Complètement. sans interruption, quasiment. Une anecdote sur laquelle qui me concerne, j'ai pas mise dans le livre, mais qui me paraît très parlante, c'est que lorsque je travaillais sur Lagrange et que je commence à écrire ce bouquin, donc sur les architectes de l'Union européenne, parce que c'est ça, Jean Monnet comment dire, il a dressé la table, si je puis dire, mais il fallait encore installer ensuite la cuisine. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en place les plats, fallait penser la recette, fallait ramener tout ça. Et en gros, où sont ces sorciers, si je puis dire, de la cuisine européenne qui ont mis en scène la grande pièce imaginée par Jean Monnet? C'est ces gens-là dont je parle. Et en fait, je suis tombé sur un article qui m'a fait froid dans le dos, mais qui révèle, en fait, je trouve, beaucoup de nos problèmes actuels, d'ailleurs. Je suis tombé sur un article parce que Lagrange, le fameux Maurice Lagrange, l'ancien vichiste, passé chez Jean Monnet, devenu l'architecte de la justice européenne, Maurice Lagrange, pendant des décennies, on ne parlait pas de lui. On n'en parle d'ailleurs pas beaucoup. Et en fait, il y a eu un petit colloque qui a eu lieu sur lui très récemment. Hein, je vous parle des années 2022, 2023, 2024, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire 75 ans après qu'il était aux côtés de Jean Monnet. Alors, aujourd'hui encore, sont totalement passés sous silence, hein, dans les grands discours. Vous trouvez des discours actuels de juristes qui lui disent c'est un homme formidable, on n'aurait jamais rien pu sans lui, il mérite une statue élevée à sa gloire, édifiée à sa gloire, etc. Et je suis tombé sur un article fascinant d'un professeur de droit français, j'ai oublié son nom, qui, en 2024 ou 2023, qui dit la chose suivante, qui dit faut faire attention lorsqu'on révèle ce type d'informations sur le vichisme et sur le passé de Maurice Lagrange, vu le grand homme européen qui a été. Et il finit l'article en disant il faut donc faire attention à ces révélations au cas où ça tombe entre les mains de populistes qui pourraient en faire mauvais usage. Par exemple, C'est ça. je n'avais pas encore rédigé mon bouquin. Je ne sais pas si ce professeur a aujourd'hui mon livre sur les genoux ou dans ses mains. À mon avis, je pense que si tel est le cas, il a dû le renvoyer aussi sec. Je veux dire, soit le mettre au pilon, soit l'envoyer à la déchetterie, je ne sais pas exactement, parce que je suis pour lui, à mon avis, le diable incarné, parce que j'ai utilisé cette information. Et je ne l'utilise pas juste parce que je cherche, vous savez, à jeter l'opprobre. C'est pas le débat. C'est parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, et je vous remercie d'ailleurs, j'ai essayé de rendre vivant, je ne sais pas si c'est un thriller que j'ai écrit, j'ai essayé en tout cas d'avoir une sorte de chronologie et un peu de récit policier sur l'état de la France. C'est bon, qui a tenu le pistolet pour détruire nos institutions? C'est un peu ça ça et fait mettre en très place policier. la supranationalité, le fédéralisme européen, etc. Et en fait, il m'est apparu que, comme par hasard, pour moi c'est pas vraiment un hasard, mais comme par hasard, si le verre est dans le fruit, c'est parce qu'à mon avis, depuis le départ,
il y a une intentionnalité, il y a une raison pour laquelle ces hommes ont construit l'Europe ainsi. C'est pas une lente dérive hasardeuse, accidentelle. C'est parce que dans les premiers temps, ce sont ce genre de personnages qui ont été aux manettes. Si on n'avait pas eu un Lagrange, mais un homme qui sait ce que c'est encore la France, si on n'a pas eu Jean Monnet, c'est-à-dire littéralement un agent des États-Unis comme pseudo-père fondateur, on n'en serait pas là. Si on n'a pas eu d'autres hommes dont je parle, des vichistes, des fascistes aussi, quelques nazis également qui traînent dans l'affaire, on n'aurait pas eu une Europe supranationale et fédérale. C'est parce que ce sont des gens dont cette idéologie était dans le crâne au moment de la rédaction des traités, et comme par hasard, ils vont vivre dans une espèce de vase clos, qui est un petit monde qui vit dans un entre-soi, et qui vont petit à petit choisir leurs successeurs, coopter leurs successeurs, mettre en place une sorte d'aristocratie européenne où n'intervient et n'advient et ne surgit, ou ne surgissent que des gens qui leur ressemblent sous l'égide d'un choix concerté avec des parrains premiers qui sont ces Jean Monnet, Maurice Lagrange et tous les autres qui ont lancé la machine dès les années 50. Tout à fait. Tout à fait, effectivement, c'est très frappant quand on lit votre livre. Et moi, ce que j'ai vu en fait comme paradoxe, c'est-à-dire c'est des gens qui disaient oui, on veut lutter contre le nationalisme, etc., mais qui au final, on vraiment continué en fait une politique un peu d'annexion, mais par une autre voie en fait, c'est-à-dire voilà, c'est de la collaboration continue en fait. Mmh. Donc Complètement. c'est et qui se faisant en plus, je pense que en voulant lutter contre le nationalisme, tout ça, en fait, ils ont réussi vraiment à tuer un peu les forces vives non seulement de la France, mais d'autres pays européens aussi en fait. C'est-à-dire, on a l'impression vraiment d'une quelque chose qui pèse en fait et qui finalement empêtre le le pays Oui, qui devient totalement paralysé en fait au fur et à mesure. Donc complètement. Vous savez, avec il y et a, il y a autant c'est vrai qu'on a quand même en tête, on connaît bien justement toutes les décisions des politiques qui étaient sur le devant de la scène, mais on ne Mmh. connaît pas forcément, voilà, tous ces gens qui ont construit tout ça derrière, en fait, en coulisses, et qui sont totalement inconnus du grand public. Bah, Donc, l'Europe, merci en beaucoup. fait, l'Europe a ça de particulier, c'est que, et c'est le piège qui se referme aujourd'hui sur nous, c'est le même depuis le départ, c'est qu'en fait, on n'y comprend rigoureusement rien. Je disais, c'est un amas de normes, de réglementations, de choses en tout genre. Et je vous avoue que vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence, Diane, très justement, que c'était une forme de dictature de l'ennui, c'est-à-dire qu'on Ouais, c'est ça. l'Europe, quand on travaille l'Europe de près, c'est un emmerdement apocalyptique. C'est-à-dire, non mais c'est vrai, on regarde une architecture qui est à la fois subtile dans les complexités qu'elle donne à voir et en même temps incompréhensible si on n'a pas fait des études de droit, etc. Ce qui veut dire que le kidam qui regarde ça, je comprends d'ailleurs très bien, il se dit non mais attendez, moi de me taper des directives incompréhensibles et de me regarder, comment dire, d'aller jeter un œil à un arrêt de la Cour de justice qui fait 72 pages, qui le fait vraiment? Je vais vous avouer, enfin je vous avoue rien du tout, j'en suis plutôt persuadé que la plupart des spécialistes en droit de l'Union européenne ne lisent même pas eux-mêmes un arrêt en entier. Parce que qui se tape 400, 300, 200 pages de juridiction? Ça arrive. Je dis pas que tout le monde, mais parce que c'est cet ennui qui perle constamment. Et là où c'est intéressant, c'est là où je trouve le piège aujourd'hui est encore plus palpable qu'à l'époque. C'est qu'à l'époque encore, on était à un temps où il y avait des politiques. C'est-à-dire qu'il subsistait des figures un peu représentatives et qui élevaient la voix. On avait évidemment De Gaulle qui est le chef d'orchestre de la résistance à l'Europe, et évidemment, j'en parle longuement dans mon livre. On a évidemment Michel Debré, son grand chambellan vraiment l'homme de confiance de général, et pour moi d'ailleurs, il faut le dire, le prototype du serviteur de l'État, c'est-à-dire le vrai, Mhm, tout à fait. dont l'intransigeance n'a d'égal que le cœur pur, d'une certaine manière. Il y a vraiment, c'est Michou la colère, quoi. Je veux dire, c'est presque le héros de mon livre en filigrane, Michel Debré. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en comparaison, l'Europe a été construite par des hommes qui se voulaient volontairement les porte-voix des médiocres. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. L'un des conseillers juridiques de Jean Monnet, l'un des grands chambellans de Jean Monnet à côté des grands conseillers, grands stratèges à côté de Lagrange, c'est un fameux Paul Reuter. Alors, Mhm. Paul Reuter, il est passé par l'école des cadres d'Uriage, qui est l'école des cadres de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Reuter a été vichiste
il a aussi basculé en fin de guerre sur la résistance. Donc, il n'a pas ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un traître comme certains le sont dans le livre. On peut pas l'affubler de cela. Par contre, ce qui est très intéressant, j'en dis quelques mots dans le bouquin, mais c'est vraiment fascinant, c'est qu'en 41-42, lorsqu'il est un formateur d'Uriage, donc un vichiste, je veux dire, alors, pas au sens, encore une fois, de Lagrange, mais un type qui considère quand même que le maréchal, c'est bien, que, au fond, le parlementarisme, c'est pas bien, la Révolution française, c'est très, très mal, la souveraineté nationale ou parlementaire, c'est pas terrible, parce qu'en fait, c'est des gens qui rêvent, qui sont en fait des contre-révolutionnaires dans l'âme, des gens qui trouvent que, au fond, la Troisième République, c'était très très mal. Léon Blum, c'est pas terrible. Les évolutions et on va dire même la politique sociale menée par la Troisième n'est pas terrible. Donc des gens qui veulent un retour en arrière. On va dire ça. Et Ouais. Reuter se fend d'un article en 42 où il parle de « et si la guerre, quand la guerre terminera ». Vous voyez. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il faut mettre en parallèle le discours d'Oxford, par exemple, de Gaulle, dans les mêmes années, avec le discours ou les écrits de Paul Reuter. De Gaulle pense déjà à la France d'après, c'est-à-dire que il faudra penser la question sociale, il faudra penser évidemment l'indépendance du pays, il faudra penser le référendum, il en parlera durant la guerre déjà, vous voyez, les grands axes d'une politique de Gaulle qui est restaurer la France, faire une grande politique sociale, comment dire, une politique de la participation, une politique du peuple français, de la démocratie directe, etc. Et alors on a l'antithèse de tout ça, c'est le futur stratège de Jean Monnet. Parce que qu'est-ce que fait Reuter en 42? Il dira quand on sortira de la guerre, d'accord, qu'elle soit gagnée ou perdue, il faudra, je le cite quasiment de mémoire, il faudra que la politique ne soit pas conduite par des grands hommes, vous voyez, des hommes comme De Gaulle, etc. Il faudra inventer un type de politique nouveau qui ressemble aux hommes d'affaires, aux experts et aux hommes qui savent contre ceux qui croient savoir et qui ont le mandat du peuple. Le portrait qu'il brosse Reuter en 42 de l'homme politique de demain, c'est Jean Monnet. C'est Jean Monnet, homme d'affaires et expert Un qui croit qu'il sait. négociant qui aime la Ouais. technocratie, qui est bien avec les experts, qui fait pas de grands coups de menton, qui se sent bien avec les sachants, qui soit loin du peuple, loin des mandats, loin de la représentativité, loin de la démocratie directe. Tout ça doit être balancé par-dessus bord. Il faudra faire la politique avec des gens comme ça. Quand je suis tombé sur cet article, je me suis dit, 8 ans avant de le rencontrer, ils ne se connaissent pas. 8 ans avant de le rencontrer, Reuter est en train de nous faire une superbe description de l'Europe du commerce, du mondialisme, de la technocratie, de l'économisme, si je puis dire, et des normes, qui deviendra l'empire de l'européennement correct, si je puis dire, et l'empire de ce qu'on vivra jusqu'à Maastricht, le traité de Lisbonne, je veux dire, la France d'Emmanuel Macron, elle est complètement dans ce portrait en creux que, au fond, Reuter, il adorait Monet lorsqu'il a rencontré. Ça correspond aussi au portrait de Macron, hein. En fait. Exactement, c'est parfait, vous me coupez l'herbe sous le pied. Au fond, Reuter adorait Emmanuel Macron, voilà, la boucle est bouclée de 1950 à 2026. Ouais, c'est ça effectivement. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'on voit vraiment toutes les étapes, c'est-à-dire cette. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'ils avaient un plan très cadré dès le départ et tout, mais non, en fait, vous montrez qu'ils construisent le truc vraiment complètement au fil de l'eau, qu'ils improvisent beaucoup. Et que voilà, en fait, ils commencent par une déclaration surprise, voilà, où personne ne s'y attend, donc tout le monde est complètement pris de court face à ça. Et puis après, ils construisent vraiment le truc au fil de l'eau. Et très vite, en fait, ils arrivent vraiment ce qui est le cœur, le nœud du problème, qui est la primauté du droit communautaire sur le droit national, en fait, vraiment, donc d'essayer de chapeauter, de mettre un couvercle en fait sur la France avec le droit communautaire. Et en fait, on voit qu'ils utilisent vraiment un peu alors, toutes les occasions sont bonnes en fait, quel que soit le problème juridique qui se pose à eux en fait, pour essayer de s'infiltrer comme ça et pour et de mettre en place cette primauté en fait. C'est vraiment le cœur de leur démarche et du livre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est exactement ça. En fait, l'Europe aujourd'hui, bon, alors on appelle ça souvent la politique des petits pas. Pour revenir à Jean Monnet, on fait des étapes les unes après les autres, et là on en a souvent entendu parler. Ou alors ce qu'on appelle aussi la théorie du cliquet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a basculé d'une étape à l'autre, on ferme la porte et on verrouille ce qu'on a déjà fait, ce qui permet d'avancer
faire un fédéralisme progressif comme ça. Un jour, vous avancez sur la citoyenneté, un jour sur l'euro, un jour sur la justice, sur la police, etc. Et au bout d'un moment, vous avez une espèce de rouleau compresseur par le biais de ce qu'on appelle l'effet cliquet. Et en fait, ce qui est intéressant, vous avez tout à fait raison, c'est que durant toutes ces années, alors évidemment les dévots de l'Union européenne, pour moi les gens qui sont les apatrides, hein, littéralement, évidemment adorent cela et nous disent souvent, ils disent, c'est le terme employé, ils disent que c'est l'époque héroïque, c'est-à-dire les moments où on a inventé tous ces grands premiers cliquets, hein, la primauté par exemple, il y en a plein, hein, tous ces cliquets qu'on a inventés, les grands premiers cliquets pour fabriquer un monde qui, en gros, soit supérieur au droit national et à la Constitution française, donc au peuple français, hein, fort naturellement, pour eux. Toute cette période est considérée comme une période héroïque, c'est-à-dire le moment où on a inventé, façonné, créé, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi est-ce que pour eux c'est une période héroïque? C'est parce qu'en réalité, d'ailleurs, je vous cache pas que je me méfie je veux dire, j'ai fait mon doctorat, j'exerce ma profession d'avocat, je ne devrais pas dire cela, d'accord? Vous savez, Hollande disait un président ne devrait pas dire ça. J'allais dire, un juriste ne devrait pas dire ça. Voilà, un avocat ne devrait pas dire ça. C'est que je me méfie du droit comme de la gale. C'est-à-dire que le droit, c'est une entreprise de démolition. Très simple, je finis mon livre avec une citation de Michel Debré que j'aime énormément. Il fait la distinction entre un juriste et un légiste. Et un juriste, c'est un technicien. Un légiste, c'est un homme qui met le droit et son art au service d'une noble cause. Ça veut dire qu'il n'oublie pas le légiste, qu'il a quelque chose, à une œuvre, une grande œuvre, en l'occurrence la France, qui doit servir. Les juristes, ils s'en foutent. Les juristes, ils jouissent de savoir qu'il y a un alinéa de plus, ils jouissent de savoir qu'il y a une jurisprudence qui est sortie, ils jouissent de la fabrique d'une actualité jurisprudentielle tellement frénétique qu'ils s'en délectent. C'est-à-dire qu'on vit dans un droit qui produit du droit, hein. C'est une sorte de poupée gigogne gigantesque, comme des poupées russes, d'accord, littéralement, et ils jubilent. J'en connais nombre comme ça. Je me méfie toujours parce qu'en fait, quand on fonctionne ainsi, on ne comprend plus rien, d'une part à la règle, et d'autre part surtout à son origine. C'est-à-dire qui a fait quoi, comment, dans quel contexte, etc. Donc, moi, tout mon angle, c'était le contraire. C'est-à-dire, attendez, on a une somme de normes et de gloses incompréhensibles. Qui l'a fabriqué et comment? Et je me suis rendu compte, pour vous répondre clairement, durant toutes ces périodes où ce no man's land a fonctionné, c'est de Far West juridique, c'est-à-dire où on a créé ces règles, le couvercle est tellement lourd, l'épaisseur de ces normes tellement épaisse, l'incompréhension régnant à tous les étages, les gens qui travaillent avec ces règles aujourd'hui n'ont aucune idée eux-mêmes des conditions dans lesquelles on a fabriqué ces normes. Vous savez, c'est la phrase de John Ford, qui est de L'homme qui tua Liberty Valance, hein, l'immense, le chef-d'œuvre de John Ford, avec James Stewart et John Wayne, où à un moment, le journaleux dit à cette fameuse phrase, il dit « Quand la légende dépasse la réalité, imprimez la légende ». Et en fait, je suis persuadé que l'immense majorité des europhiles ne savent même plus quelle est la réalité de cette Europe qui a créé ces règles, parce qu'elle s'en tient à la légende, qui est que pour faire l'Europe de la paix, il fallait bien qu'on travaille d'équerre pour mettre en place cette architecture qui permet à tout le monde de vivre librement, je veux dire, dans cette économie de marché, dans cette libre circulation qui a permis à tous les étudiants de faire Erasmus, vous voyez, etc., qui est une espèce d'évangile selon Saint Europe, si je puis dire. Et ce qui est terrifiant, c'est que les hommes dont je dévoile l'identité, dont je travaille la biographie, on les connaît pas, ils ont usiné ça en toute connaissance de cause, ils ont chacun mis le doigt dans l'engrenage avec un plaisir, franchement avec un plaisir non fin. Pour moi, ces apatrides-là sont tellement bien à Bruxelles qu'ils créent les conditions d'un développement de la règle et aussi de leurs propres successeurs pour que surtout ce monde vive dans un écosystème bien loin de la réalité quotidienne des gens. Concrètement, pour eux, un gilet jaune, je pense que ça n'existe même plus, d'accord. La France périphérique a déjà disparu. Je veux dire, je pense profondément que comme Gabriel Attal, ils ne sont jamais sortis d'une sorte de périmètre qui va du quartier latin à l'école alsacienne, et que tout ça, et encore, si tant est qu'ils viennent à Paris parce qu'ils sont bien à Bruxelles. Et quand on voit ces petits hommes de près, on se dit finalement, ça s'est joué quand même à pas grand-chose. Il a suffi qu'une clique de médiocres s'arrache le pouvoir et crée les conditions et les fondations de cet écosystème pour que désormais Ursula, Emmanuel et tous les autres y vivent comme ils l'entendent, librement, en toute quiétude. Ouais, c'est tout à fait ça, effectivement.
On voit vraiment l'implacabilité en fait de ces hommes hein, qui avancent masqués, mais et par petits pas, mais enfin qui n'arrêtent jamais en fait, hein, qui continuent. De temps en temps, ils se prennent un petit revers et tout, mais ils se remettent comme ça. Et en fait, il y a vraiment un contraste avec la lâcheté de beaucoup des politiques en fait que vous décrivez aussi. Voilà, on suit un peu les deux mondes en parallèle. Voilà, et avec effectivement des politiques qui se couchent quand ce n'est pas carrément de la collaboration active, mais sinon qui lâchent l'affaire. Voilà, euh, parfois on a effectivement du coup voilà, que certains qui tapent un peu du poing sur la table. En fait, vous parlez par exemple de Chirac, de son appel de Cochin, quand voilà. Mais après, on voit qu'il a complètement laissé tomber et que voilà, effectivement, à part De Gaulle, Debré, Chevènement, etc., il y en a quand même beaucoup qui ont lâché l'affaire en fait, voilà, qui se sont désintéressés de la question et pourtant, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est que par exemple, vous montrez que il y avait par exemple une note du Quai d'Orsay en 1965. Donc c'est seulement effectivement une quinzaine d'années après le début du processus, etc. Et quand même très loin. Voilà, il n'y avait pas encore beaucoup de choses n'étaient pas encore en place, etc. Mais ils avaient vu très très juste en fait. Ils ont dit qu'ils mettaient en garde contre justement ce piège juridique en train de se fermer et qui recommandait une sortie en fait, qui disait si on ne sort pas, on n'arrivera pas à se dépêtrer de cela en fait. Donc Exactement. Ça, c'est fascinant parce que 1965. absolument. Ça, c'est fascinant parce que vous avez tout à fait raison. Il y aura des lâchetés successives dans les années Chirac et les années Sarkozy avec le traité de Lisbonne, etc. Et en fait, dès les années 60, effectivement, c'est en pleine épreuve de force puisque De Gaulle décide d'arracher le compromis de Luxembourg, qui est comment dire, le duel qu'il a opposé sur fond de politique agricole commune à la construction européenne, enfin l'Europe du traité de Rome à l'époque, hein, à la communauté européenne, avec face à lui Walter Hallstein, l'ancien militant nazi devenu président de la commission. Et en fait, ce qui est fascinant, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi, quand je suis tombé sur la note, j'étais absolument sidéré. C'est-à-dire, je n'en croyais pas mes yeux de lire un truc pareil. C'est qu'à l'époque, dans les arcanes des ministères, beaucoup passent à côté de beaucoup de choses. Hein. C'est très obscur. Encore une fois, on me dit souvent, mais comment ça se fait que tout le monde soit passé à côté? Parce qu'à l'époque, le droit n'était pas encore triomphant de partout. C'est-à-dire que, je rappelle aussi qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel, par exemple, n'osait pas contrer le référendum de Gaulle qui, aujourd'hui, donnerait lieu à une critique du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que à l'époque, les juges se taisent devant les politiques lorsqu'ils ont évidemment l'impact aussi d'une figure comme De Gaulle. Mais ça signifie que les juges ne se permettent pas tout. Vous voyez ça? On l'a oublié, puisqu'aujourd'hui, les juges font la loi, d'accord? Et que le terme même de gouvernement des juges est devenu franchement, même à gauche, ça arrive qu'on l'utilise. C'est c'est plus seulement un complot, c'est presque une réalité quotidienne. À l'époque, tout de même, on n'imagine pas que les juges et le droit puissent avoir un impact contre les politiques comme De Gaulle. Donc De Gaulle arrache le compromis de Luxembourg. Et en fait, à l'époque, il y a deux. Est-ce que vous pouvez rappeler le compromis de Luxembourg? Bien sûr. Alors, vous pouvez rappeler ce que c'est? Alors souvent les manuels le présentent comme le présentent comme l'acmé ou plutôt la sortie, pour être précis, d'un divorce, non, d'une séparation temporaire entre la France et l'Europe et donc et Bruxelles, puisque ce qui se passe très simple, c'est que se pose la question du droit de veto, c'est-à-dire et du passage à l'unanimité. Donc il y a déjà, d'ailleurs, on en entend parler toujours aujourd'hui, c'est que suite au traité de Rome, plusieurs politiques en Europe, notamment le président de la Commission à l'époque, qui est Walter Hallstein, rêvent d'accélérer le processus et de passer sur tout un ensemble de sujets au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil européen, c'est-à-dire les ministres, d'accord, les ministres européens. Et à l'époque, donc, il y a déjà une fédéralisation qui est en train de monter petit à petit. Hallstein prend la parole devant le Parlement européen. D'ailleurs, ça, on n'en parle jamais. C'est fascinant aussi de voir qu'un ancien nazi devenu président de la Commission, il dit froidement devant le Parlement européen, sans aucune difficulté, en 65, hein, il dit « Il faudra un État fédéral européen avec une constitution européenne ». Donc en fait, 40 ans avant la Constitution européenne, Walter Hallstein, il veut déjà une constitution, il veut déjà régler le sort
des peuples européens qui seront des provinces administrées par Bruxelles. De Gaulle entend parler de tout ça. Évidemment, il éructe contre ce qu'il appelait à l'époque le jargon, comment il appelait ça, le Volapük intégré, c'est-à-dire le Volapük qui veut dire intégré. Voilà, exactement. Et la langue incompréhensible parlée par ces experts de Bruxelles. Et là où ça devient fascinant, c'est qu'en 6 heures, ça me frappe parce qu'aujourd'hui, quand je prends position de façon un peu radicale, on me dit, mais t'es un abruti, puisque je me permets de le dire aussi vertement, parce qu'on me dit, tu te rends pas compte, on peut pas faire ça, il faudra des années pour obtenir un compromis sur quoi que ce soit, etc. Des années. Il faut y aller doucement, vous voyez. Faut attendre de crever avant d'avoir le droit de l'ouvrir, quoi. Et De Gaulle, à 8 heures du soir, il a une réunion exceptionnelle avec 3 ministres, dont Pisani, son ministre de l'Agriculture, Giscard, ministre des Finances, et ils leur font part des éructations du père Hallstein et de la stratégie européenne. Il est 20 heures. À 2 heures du matin, De Gaulle rend une note, d'accord, à l'ensemble de ses services en disant « Terminé, je coupe les ponts avec Bruxelles, tous les fonctionnaires français qui sont là-bas, à Luxembourg, Bruxelles et ailleurs, doivent rentrer à Paris. C'est-à-dire, terminé, et j'arrête de siéger au Conseil européen, c'est fini. » Vous voyez, on est loin des compromis du jour. Hein. Je suppose qu'il serait qualifié d'odieux fasciste si aujourd'hui il y avait des éditos contre lui. Bref, ça va durer 6 mois, et au bout de 6 mois, il arrache le compromis de Luxembourg, qui est donc le fait que au sortir de ce bras de fer de 6 mois, on gèle la perspective du passage à la majorité qualifiée. On en reste à l'unanimité et au veto des États. Ce sera temporaire puisque d'ores et déjà les juristes non élus que personne ne connaît, les mecs dont je parle dans mon bouquin, disent tous ça n'a aucune valeur, De Gaulle est un abruti ou un imbécile. De toute façon, il faudrait bien s'arrêter avec ce genre de personnages qui osent lever la voix et s'élever contre nous. Bref, ils ont une stratégie. Et là où c'est intéressant, pour revenir à cette note, c'est que en plein milieu de ce divorce temporaire entre Paris et Bruxelles, le Quai d'Orsay rend une note qui est adressée au général de Gaulle et au ministère de la Justice et du Quai d'Orsay, donc une petite note d'un fonctionnaire qui écrit noir sur blanc que la stratégie gaulienne n'est pas suffisante et qu'il n'y aura pas, en gros, de salut pour la France, hein, je paraphrase, hein, s'il n'y a pas, et le terme est employé noir sur blanc, de sortie des traités européens. Ça veut dire que le Frexit est dans la bouche, en tout cas sous la plume d'un fonctionnaire français du Quai d'Orsay dès 1965, parce qu'il a compris que ce que Michel Debré appelait en 62 la conspiration de l'intégration ne connaîtrait pas d'arrêt s'il n'y avait pas de sortie pure et simple des traités. Il y a désormais plus de 60 ans, c'est fascinant. 61 ans, c'est incroyable. Voilà. Hein. C'est fascinant. Ah non, c'est vraiment, c'est assez terrible, effectivement. Justement, en fait, je voulais vous interroger un petit peu là-dessus parce que vous êtes donc un avocat, un homme de droit, et vous venez de reconnaître que le droit c'était bien, mais que voilà, ça devait être au service du politique et de la volonté du peuple, en fait. Est-ce que vous pouvez décrire un peu votre position? Elle est Merci pour la question. On me la pose rarement comme ça, donc non, mais Désolée. non, pas du tout. Je déteste les gens qui se cachent, donc je réponds toujours aux questions. Alors, en fait, je suis malheureusement pour moi un démocrate. C'est-à-dire que je dis bien malheureusement pour moi parce que les juristes ne se rendent pas compte eux-mêmes, les hommes de droit, d'ailleurs au sens large, et les hommes de loi d'ailleurs ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui ils ne sont presque plus démocrates, pour le dire ainsi. C'est-à-dire ils ne se rendent plus compte parce que ils naviguent dans un environnement, je disais tout à l'heure, de règles, de normes, etc. Et ils pensent que tout ça est légitime, tout ça est normal, ils vivent avec, etc. Premièrement, ma position, c'est de dire tout ça est totalement anormal et totalement illégitime. Le droit ne peut pas servir à couper la tête du souverain qui s'appelle le peuple. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut venir à construire des mondes aussi fascinants qu'ils soient en termes de subtilité et de complexité, mais qui ne pourront jamais abraser cette question essentielle, qui est qu'il y a un souverain, que le souverain il est au sommet, et qui s'appelle le peuple. Donc tout ce qui en découle, qu'on le veuille ou non, on peut me retourner la chose dans tous les coins, d'accord ? Je refuse d'admettre cette fadaise qui est à la fois théorique et qui excite la moelle épinière et le cerveau de nombre de mes comparses, d'accord, ou des gens que je croise. Je ne comprends pas comment on abrase cette question essentielle qui est il y a un souverain, point barre, le reste en découle.
C'est-à-dire que l'état de droit lui-même, on en parle à toutes les sauces, l'état de droit n'est rien d'autre qu'un état qui agit au moyen du droit et qui a son sommet à la Constitution, qui est la propriété du peuple souverain. Premier élément. Ça, c'est ma réponse. Si vous voulez, en termes général. Deuxième élément, on a beau tenir toutes les discussions qu'on veut et on pourrait en parler tous les deux jusqu'à demain matin. Il y a un élément central de notre vie en société, j'ai envie de dire, de notre monde politique, de notre monde en commun, qui repose sur un élément incontournable. Il est que le sujet de la Constitution et le rédacteur, même si c'est une fiction structurante, mais le sujet de la Constitution, c'est le peuple souverain. Ça veut dire que s'il n'y a pas de peuple souverain, il n'y a pas de Constitution. On peut retourner le problème dans tous les sens, mais le sujet premier de la Constitution, c'est d'organiser les conditions dans lesquelles le peuple décide et ensuite se donne des représentants, un parlement, des tribunaux, une organisation, peu importe. Mais ça en découle. C'est-à-dire que le sujet de la Constitution, c'est le peuple souverain. Encore une fois, c'est juridique, ça. C'est même pas un positionnement subjectif, ça l'est devenu, vu qu'aujourd'hui, on raconte littéralement n'importe quoi depuis qu'on a fait cette supranationalité, ces espèces de normes déguisées, cette architecture grossissante de droit international. On a l'impression que tout ça est très diffus et confus. Je veux bien, mais remettons de l'ordre dans la baraque. On a donc une constitution et un peuple souverain. Et ensuite, je vous donne ma position personnelle, parce que là, je vous réponds de façon un petit peu scientifique, si je puis dire, si tant est que le droit soit une science, ce que je ne crois pas, puisque je pense que le droit, comme n'importe quel instrument, est totalement soumis à des querelles politiques. Et d'ailleurs, ce que je montre dans mon bouquin largement, c'est que l'idéologie façonne notre monde juridique et que le droit n'est ni neutre, ni objectif, ni pur et parfait. Je fais mon marxiste à 2 francs 2 minutes, mais il est un instrument de domination au service, en l'occurrence, d'une caste, d'accord, et d'une petite mafia qui s'est auto-reproduite. Mais maintenant, passons. Je donne mon sentiment aussi parce que je ne comprends pas comment on peut faire du droit, d'accord, mais de la norme, de la règle, de la loi, au sens très large du terme. Comment est-ce qu'on peut délibérer sans avoir comme objectif de servir le peuple autour de nous et le peuple dont nous sommes nous-mêmes, évidemment, rien plus que des membres, je veux dire, chacun à sa façon, chaque personne que nous côtoyons. Ça veut dire que j'estime personnellement que si l'intérêt général ne guide pas la voie du législateur, mais ne guide pas non plus le raisonnement du juriste, ne guide pas évidemment le raisonnement d'un député, de la députation tout entière, évidemment d'un sénateur, d'un tribunal, etc., je ne comprends pas dans ce cas-là à quoi je sers, je ne comprends pas ce que ça signifie le droit, et dans ce cas-là, je vous le dis clairement, je ne comprends même pas pourquoi je continuerai mon métier, ma façon d'écrire, même ma façon de vivre. C'est-à-dire que l'intérêt général est le seul guide de tout cela. Ça veut dire que qu'on le prenne de façon théorique, ou juridique ou philosophique, hein, je pense à Rousseau, la loi est l'expression de la volonté générale, hein, rappelons-le quand même 2 minutes, si tout cela a disparu sur l'autel d'un état de droit sanctifié, sur l'autel de la puissance des juges, de la règle et la norme, au nom d'une architecture supranationale, faussement fédérale ou à moitié fédérale ou en voie de fédéralisation, ça veut dire que nous sommes devenus des techniciens traîtres, mais plus des hommes au service du souverain, c'est-à-dire du peuple. Donc pour des raisons à la fois humaines, j'allais dire théoriques, juridiques et personnelles, je ne comprends plus dans ce cas-là à quoi sert le monde dont nous avons construit une espèce d'architecture folle, si ce n'est de devenir les artificiers d'un monde en destruction. Et je vous avoue que je préférais travailler dans une France qui se tient droit plutôt que dans des ruines façon Emmanuel Macron. Vous voyez, ça ne hante pas ni mes nuits, ni mes matins, si je puis dire. Oui, tout à fait. Vous rappelez une citation de Gaulle que je trouve très belle dans le livre, qui est: il y a d'abord la France, ensuite l'État et enfin le droit. Et ça devrait pas être l'inverse, en fait. Et là, on a l'impression que c'est effectivement, tout a été complètement inversé, en fait, que c'est d'abord le droit est au-dessus de tout et complètement déconnecté, en fait, de la vie des gens qui, la plupart du temps, en plus, ne sont même pas au courant, en fait, de tout ça, quoi. C'est Complètement. Et le pire dans la phrase que vous rappelez, qui est vraiment effectivement une maxime gaulienne fondamentale, le pire, c'est quand on rappelle ou quand on se rend compte dans quel cadre il l'a prononcé. C'est-à-dire que il l'a prononcé parce que son ministre lui dit: il ne faut pas. Non, De Gaulle interroge son ministre de la Justice, Jean Foyer, et lui demande: qu'est-ce qu'on fait avec la Convention européenne des droits de l'homme, autre instrument qui aujourd'hui guide totalement, ou plutôt chapeaute totalement la vie des États, je veux dire, ni plus ni moins. Et
De Gaulle réfléchit, il discute avec son ministre, etc. Et il dit cette phrase à Foyer pour refuser de ratifier la CEDH. Il lui dit, vous savez, Foyer, il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, et seulement si les deux intérêts majeurs sont préservés, le droit. Et ce qui est intéressant, je finis juste là-dessus, c'est que, comme par hasard, l'homme qui ratifiera la convention s'appelle Alain Poher, qui est président par intérim durant 50 jours en 74 au décès de Georges Pompidou, qui n'est donc pas élu par le peuple français, qui est un président de République d'apparat, si je puis dire, qui gère les affaires courantes jusqu'à l'élection présidentielle. Et comme par hasard, Alain Poher, il est quoi? Il est président du Parlement européen. C'est un europhile devant l'éternel. Il est un des sbires du comité d'action des États-Unis d'Europe de Jean Monnet, d'accord, donc, et un proche de Robert Schuman. Et comme par hasard, lorsqu'il sera président du Sénat, le plus long d'ailleurs de la Ve République, et qu'il choisira un homme pour siéger au Conseil constitutionnel, il va choisir qui? Robert Lecourt, l'ancien l'ancien patron des juges européens. Ça veut dire qu'il mettra l'homme du fédéralisme, le juge européen le plus fédéral possible, l'homme qui pour moi aura enseveli par la voie du droit la souveraineté française, il le placera parmi au Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme par hasard, en quelques années, De Gaulle refuse de ratifier, puis Alain Poher, europhile devant l'éternel, ratifiera et enclenchera, depuis son siège de l'Élysée qu'il occupe uniquement pour gérer les affaires courantes, enclenchera la France dans cette espèce de vassalisation à la CEDH. Tout est dit en quelques années. Donc le triptyque gaullien, d'abord la France, ensuite l'État, après le droit, a été violé par celui-là même qui, quelques mois, quelques années plus tard, occupera le trône de l'Élysée juste par la grâce de la mort de Pompidou. Vous voyez, la traîtrise commence assez tôt et elle se poursuivra avec ce que je raconte dans le bouquin, Giscard, puis Mitterrand. Il y a Jacques Delors aussi, évidemment, dans l'affaire, avec plein de choses. Bref, toute cette histoire au long cours qui donnera Emmanuel Macron comme dernier triste cire à poser ses fesses sur le trône de l'Élysée, qui aujourd'hui est un trône, une sorte de mausolée, je veux dire, du peuple français. C'est ça, oui, effectivement, puisque donc le pouvoir est largement passé effectivement à un niveau supranational. Ouais, il y avait une question que je me posais en fait en lisant votre livre, c'est comment se défaire de ce piège en fait. Voilà, parce que j'ai trouvé ça intéressant parce que vous montrez qu'il y a eu des tentatives un petit peu, voilà, on commence à voir des politiciens qui proposent de modifier la hiérarchie des normes, de sortir en fait de cette histoire de primauté en fait, d'essayer de recouvrer de la souveraineté de cette façon-là. Et ça m'a fait penser au livre de Aurélien Bernier qui est Que faire de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je n'ai pas lu, mais je connais. Plutôt de gauche, voilà, qui effectivement dit très bien ce que vous dites, c'est-à-dire que cette histoire de primauté, en plus, maintenant, elle est complètement enquistée dans le droit français, dans les institutions françaises, avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Enfin, en gros, globalement, on est complètement pieds et poings liés. D'abord aussi par notre propre droit, en fait, est contaminé par là, et ce qui fait que n'importe quelle décision qui irait contre cela se ferait tout de suite retoquer, en fait, même au niveau français, sans même avoir besoin d'aller au niveau de l'UE. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de comment dire, de gens qui disent oui, voilà, il faut effectivement essayer de modifier ça dans le droit français, d'arriver à faire passer. C'est un petit peu ce qui s'est passé, je crois, en Slovaquie. Il y a eu effectivement une résolution dans ce sens-là pour essayer de voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, ou est-ce que c'est un moment vous parlez aussi, vous dites ce truc est inextricable, il faut de la dynamite pour le voilà, voilà, comment on sort de ce piège en fait, comment Alors, ce que vous venez de dire à l'instant, je souscris partiellement, mais pour moi, vous savez, là je reprends le vieil adage, ça c'est l'accessoire qui suit le principal. C'est-à-dire que c'est pas ça, ce sera un détail. Alors un détail, pourtant c'est pas un détail en termes de réexpliquer ou comment dire, réasseoir la souveraineté de la France plutôt que la primauté européenne,
c'est pas demain la veille qu'on y arrivera. Ça, je suis d'accord, au sens vraiment de c'est une chape de plomb incroyable. Maintenant, prenez les choses dans l'ordre. D'une part, et je vous disais tout à l'heure, je me méfie du droit. Premièrement, on n'y arrivera jamais, jamais, si on discute droit et exclusivement droit. Parce qu'en fait, l'Europe n'étant que du droit, à ce petit jeu, ils gagneront toujours. C'est-à-dire que le principe d'un gouvernement qui exprime sa décision et qui imprime sa marque grâce à tout un tas de décisions possibles, la voie du référendum, la voie de n'importe quoi, on s'en fout, mais la volonté du gouvernement et la volonté d'un État, et évidemment la volonté du peuple, hein, d'accord, mais je n'en parle même pas parce qu'elle est fondationnelle, si je puis dire, elle vient avant. La volonté ne se discute pas sous la forme de l'argutie. Or, quand vous discutez le droit, vous verrez, si vous mettez 3 juristes dans une pièce, il y en a 2 qui vont vous expliquer que de toute façon, il y a un premier alinéa, puis il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième, puis il y a une jurisprudence, et hop, le fameux piège se referme, d'accord, et on est en train de vous conduire à la mort programmée. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, je note quand même que, comme par hasard, à tant médiocre personnage médiocre, nous n'avons jamais eu autant de juristes dans des postes clés à tous les niveaux. On n'a jamais eu autant d'économistes et autant de juristes. Oui, Je c'est me vrai. méfie des économistes à tous les, évidemment pas de tous, mais je me méfie des économistes, je me méfie des juristes. C'est-à-dire que les économistes vous expliquent qu'on ne peut jamais rien faire parce que vous savez, l'économie dicte la marche du monde. Donc en fait, on devrait crever la gueule ouverte que l'inflation vienne renverser les agriculteurs ou bien que le gasoil nous empêche de vivre et que concrètement, il ne resterait plus qu'une vie en distanciel, hein, d'accord, puisque elle est moins consommatrice, moins énergivore. Enfin, vous voyez la litanie de tout ce qu'on nous impose. Un juriste, de la même manière, vous dira on ne peut jamais rien faire, puisqu'il y a une règle qui vous empêche de faire ce que vous prétendez vouloir faire. Donc déjà, premièrement, si on s'en tient à une discussion de juriste, on n'y arrivera jamais. Deuxièmement, et ça me paraît fondamental, je disais à l'instant, on a construit un univers pétri dans la norme et pétri dans les vrais maîtres dont je parle. Malheureusement, vous avez tout à fait raison, si on ne peut plus rien faire, parce que les Français aux manettes, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation, à la Cour d'appel de Paris, etc., mais aussi, vous les mettez dans les organismes parallèles, que ce soit dans les organismes nationaux du type, je ne sais pas moi, n'importe quoi, la Cour des comptes, etc. Tout, regardez les nominations à la Cour des comptes. Oui. Amélie de Montchalin, voilà. Mais il faut prendre Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, que j'en parle pas exactement dans ce livre, j'en ai déjà parlé dans un autre, Thierry Tuot, qui est l'un des présidents de section du Conseil d'État, d'accord, un immigrationniste, si je puis dire, complètement fou, c'est-à-dire un type qui considère littéralement que les nations presque n'existent plus et que le havre multiculturel fait que tout le monde pourrait aller n'importe où, partout, en toute quiétude, parce qu'au fond, la vie humaine est une espèce de fait-tout dans lequel on peut traverser les frontières, vous voyez, l'immigrationniste dernier stade, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, en France, ont conçu les mécanismes chez nous, en France, qui ont permis de somatiser les impératifs européens. D'ailleurs, je raconte dans mon bouquin, à un moment, en fin des années 80, début 90, on a cette mutation où le Conseil d'État admet, la plus haute juridiction française, hein, administrative, admet la puissance européenne par le jeu d'une toute petite histoire lamentable et avec à la baguette Marceau Long, qui est le vice-président du Conseil d'État. Bref, pour vous répondre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que deuxième point, je disais premier, si c'est que du droit, on gagnera jamais. Deuxième point, vu la quantité de vrais maîtres qu'on a mis en place, qui se sont mis en place, et leurs remplaçants et leurs successeurs. J'en parle, un homme comme Mathias Guillaumard, président actuel de la Cour européenne des droits de l'homme en 2026, j'en parle à la fin de mon livre, il était comme par hasard au Conseil d'État l'un des plus europhiles de tous. Ça veut dire qu'il passe d'une juridiction d'un autre, d'un organisme à un autre, d'une organisation à l'autre, avec une europhilie telle qu'il la pratique en France et à Bruxelles. Ce qui veut dire que pour moi, c'est le deuxième point, il faut impérativement, alors là je sais très bien que quand je dis ça, on fait des fois des grands yeux, parce qu'on me dit mais comment on va faire? Il faut nettoyer les écuries d'Augias. Il faut une purge. Il faut littéralement, il faut remplacer l'état profond. Remplacer. Et attention, hein, je vous le dis tout de suite, Diane, je le dis, j'allais dire nous sommes entre nous, à peu de choses près. Pas vraiment. Je ne parle pas, contrairement à nombre de nos contemporains, je ne rêve pas d'un petit choc de simplification. Vous voyez, le fameux choc dont on parle depuis 30 ans en matière fiscale ou en matière sociale. Je parle d'un remplacement. C'est-à-dire qu'il faut du jour au lendemain, il faut être clair, virer, révoquer, et le président de la République a certains pouvoirs en la matière, il peut le faire en Conseil des ministres, il faut révoquer tous ceux qu'on peut révoquer pour mettre en place non pas des juristes, mais je le disais, des légistes.
Ça Oui. veut dire des hommes qui, s'ils connaissent le droit, serviront leur art pour les Français et pas contre la France. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, je vais vous dire, alors ça, je sais très bien que c'est pas, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire pour moi. Il faut casser la vaisselle. C'est ça. Alors ça veut dire qu'il faut apprendre à être malpoli. Il faudra apprendre à servir il faut apprendre à se servir plutôt qu'à servir. C'est-à-dire qu'il faudra que les hommes aux manettes, je disais tout à l'heure, si on a nettoyé les écuries d'Augias, que les hommes soient capables, dans la lignée d'un Michel Debré à l'époque, mais il était un peu seul, d'avoir que des Michel Debré autant que faire se peut, pour reprendre l'architecture à zéro et rentrer dans un bras de fer, non pas 5 minutes, mais dans un bras de fer total. Et évidemment, en fin de tout ça, et là je suis d'accord avec vous, il faudra également réapprendre à rendre des arrêts, à prendre des décisions, à admettre que des normes françaises soient contraires au droit européen, sans difficulté. Mais d'abord, c'est casser la vaisselle, nettoyer les écuries d'Augias, remplacer l'État profond dans son intégralité, le faire avec un seul souci, c'est la France et les Français, et certainement pas l'Europe. Ça veut dire qu'en gros, vous mettez tout en jeu, d'accord? Imaginez l'homme politique qui fera ça, ou la femme politique. Hein. Là, C'est une vraie rupture. Hein. je ne genrifie pas ce type de questions. Vous voyez, si c'était qui que ce soit qui fait le travail, tout m'ira bien. Mais je pense que là-dessus, le travail ne fait que commencer et je soupçonne quand même que pour l'heure, on n'est pas franchement prêt à admettre que la bataille soit celle-là, parce que derrière, il y a l'homme qu'il faut, la personnalité qu'il faudra, les réseaux qu'il faudra, le grand chambardement que c'est quelque chose qui relève d'une épreuve telle que la France n'a pas connue, je pèse mes mots, depuis juin 40. On en est à quelque chose qui d'ailleurs, avec toutes les autres périls qu'on a, c'est-à-dire le péril économique, les guerres qui se multiplient, les chocs économiques, le choc pétrolier, la guerre énergétique, tout ça, tous ces paramètres font partie d'un renversement de la table qu'il faudra pratiquer dans son intégralité, du jour au lendemain, sans égard avec toute une partie de l'édifice qui a eu trop l'habitude de gagner beaucoup d'argent, de vivre dans leur écosystème. Et je donne quelques exemples de chiffres à la fin de mon bouquin sur les salaires et les rémunérations. Oui, en Si on plus. casse pas tout ça, on s'en sortira jamais. Ouais, ça c'est la cerise sur le gâteau parce qu'en plus effectivement ils sont grassement payés pour pour détruire le pays. Ok, bah donc c'est quelque chose de il y a du pain sur la planche on va dire, Exact. Mais au moins voilà je pense que ça trace un peu effectivement la route à suivre. Et ben merci beaucoup Guylain Benessa. Merci Merci à vraiment vous. d'être venu sur Fréquence Populaire. Si vous avez aimé cet entretien, bien sûr, n'hésitez pas à le partager, à commenter, voilà. Et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.